100 personnes et au final, un bain de sang lors de l'intervention des forces de sécurité algériennes. L'un des 5 otages français figure parmi les victimes. Voici des images et des témoignages inédits qui donnent un nouvel éclairage sur cette tragédie oubliée. Reportage de Christophe Dubois et Jérôme Alexandre. Quelque part en Europe, une impression de bout du monde. Un endroit éloigné de toute ville où l'on ne s'installe pas par hasard. Muriel Ravet, 47 ans, une Parisienne, est venue chercher ici le calme et la solitude, après un événement qui l'a marquée à vie. Je resterai jamais insensible à ce qui s'est passé et je ne pourrai pas l'oublier, même si bien sûr il va se passer d'autres choses dans ma vie. Mais il y a quand même une cassure, ça c'est sûr. Cette infirmière urgentiste est une habituée des situations difficiles. Après 17 ans dans l'armée, elle a exercé son métier pour des sociétés privées à travers le monde. Son destin a basculé il y a un an, le 16 janvier 2013, lors de l'une des prises d'otages les plus importantes de l'histoire moderne. Une prise d'otage sans précédent en Algérie. Un commando se revendiquant d'Al-Qaïda a attaqué un site gazier dans l'est du pays. Ce jour-là, 800 personnes, dont 130 expatriés, sont attaquées en plein Sahara sur un site gazier, la base d'In Amenas, l'un des lieux les plus stratégiques d'Algérie. Elle produit 20% du gaz du pays. L'attaque, menée par un commando islamiste, a été décidée par Mokhtar Ben Mokhtar, un émir djihadiste basé au Sahel, un spécialiste du kidnapping d'Occidentaux. Cette prise d'otage va se terminer en bain de sang avec l'intervention de l'armée algérienne. 40 civils tués, dont de nombreux expatriés occidentaux. Un massacre à huis clos. Que s'est-il passé exactement? Ce bilan très lourd pouvait-il être évité? Pour la première fois, voici des images du drame et les témoignages de survivants encore sous le choc, un an après. C'est plus qu'avoir peur de mourir. Le sentiment de la mort imminente qui allait arriver à chaque instant, elle m'a jamais quitté. Je me faisais tirer dessus ou pas. Donc, il n'y avait rien que je puisse faire pour lutter contre ça. Voici les seules images inédites à ce jour du début de l'attaque terroriste. C'est un employé algérien qui les a tournés avec un téléphone portable devant le bâtiment où il est logé. Les tirs semblent provenir de l'entrée du site, où sont basés les salariés occidentaux. Des tirs nourris, puis une alarme discontinue, pendant plusieurs heures. Muriel, l'infirmière de la base, et 3 autres de ses collègues, des anglo-saxons, se réfugient alors dans ce bureau. Un employé algérien vient les prévenir que les ravisseurs se sont lancés dans une chasse aux occidentaux. Il me dit, oui, c'est une attaque terroriste, il y a des terroristes, je les ai vus, ils sont armés, ils ont pris ma radio, ils ont des kalachnikovs, et puis ils ont pris des expatriés, ils sont sous le parking, il faut pas venir, ils sont tous là, il faut pas venir, ils sont armés. Un autre Français commence lui aussi à vivre de longues heures d'angoisse. Spécialisé dans la restauration de l'extrême, Alexandre Berceau est responsable des cuisines pour l'ensemble du site. Il est logé sur la base Vie, à 3 km de l'usine d'extraction où se trouve Muriel. Il a été réveillé par l'alarme et les tirs. Je voyais des balles passer au-dessus de ma chambre. Ouais. Tous les Algériens étaient sortis et tout le monde discutait. Bon, je n'ai pas tout de suite tout compris parce que je ne parle pas la langue. Mais on m'a vite expliqué que moi, il fallait que je me cache. Eux étaient dehors, mais qu'il fallait surtout pas que je bouge et que je reste là. Donc, ce que j'ai fait juste après. Alexandre, caché dans son bungalow, a juste le temps d'envoyer quelques messages à sa famille. Puis le réseau téléphonique est coupé. Un 3e Français dont le bureau est situé ici, à gauche, juste à l'entrée de la base, a lui moins de chance.
Yann Desjeux, 52 ans, est le numéro 2 chargé de la sécurité sur le site. Il est rapidement capturé par les terroristes. C'est un ancien para des forces spéciales françaises qui s'est reconverti dans le privé. Il est emmené avec les autres expatriés capturés ici, au niveau de la place principale. Sur cette photo, prise par un employé du site, on aperçoit 3 terroristes encagoulés et en treillis. Derrière eux, une dizaine d'otages alignés contre le bâtiment. Et tout cela sous les yeux des employés algériens. L'un d'eux a accepté de nous raconter la scène sous couvert d'anonymat. Je les vois encore, ces otages qui nous regardaient avec des yeux hagards en nous demandant de les aider, mais malheureusement, donc, on ne pouvait vraiment pas intervenir. Ils étaient ligotés et en même temps, la plupart d'entre eux portaient ces ceintures explosifs. Les terroristes étaient assez virulents avec eux, ils les frappaient, ils les insultaient, ils les terrorisaient, ils leur faisaient peur. Des terroristes visiblement bien renseignés. Ils avaient des noms, ils avaient des numéros de chambre, tout ce qui pouvait les aider à identifier les personnes le plus rapidement possible. On leur a dit qu'ils étaient chez eux. Une fois l'usine sous contrôle, les terroristes décident de communiquer avec cet homme. Lemid Oulm Salem est un journaliste mauritanien basé à Paris. Il connaît bien la mouvance djihadiste au Sahel, où il dispose de bons contacts. Le matin même de l'attaque, il reçoit un appel passé depuis un téléphone satellite. Au bout du fil, le porte-parole du groupe terroriste. Il me dit donc 40 de nos hommes ont réussi à prendre le contrôle du site qui était gardé par plus de 800 soldats algériens. Nous avons une quarantaine d'otages, 9 nationalités. Il me dit que parmi eux, il y a des Français, des Américains, des Britanniques, ainsi de suite, ainsi de suite. 2 heures plus tard, le journaliste arrive à discuter avec l'un des otages, Yann Desjeux. Pendant l'entretien, le Français fait preuve d'un calme impressionnant tout en livrant, sous la contrainte, les exigences des ravisseurs. Ce sont les dernières paroles de l'otage français qui sera tué quelques heures plus tard. Je m'appelle Yann Desjeux. Je m'occupe de liaison et de logistique. Ils ont attaqué les 2 sites en même temps. Ils sont rentrés à l'intérieur. Et une fois qu'il a fait jour, ils ont rassemblé tout le monde. Il y a des blessés, mais pas de personnes décédées. Ils demandent à ce que l'armée algérienne n'intervienne pas. Sinon, ils nous font sauter. Qu'est-ce qu'ils ont comme arme à peu près? Je ne peux pas vous le dire. Dites à ma famille que je vais bien. Le moral est bon. Juste avant l'attaque, les terroristes ont filmé leur départ vers le site gazier. Ils justifient leur opération en représailles de l'intervention française contre les islamistes du nord du Mali, qui a débuté 5 jours plus tôt. Mais les autorités refusent de négocier. Et la télévision algérienne filme l'armée qui encercle le site. Les otages savent qu'ils sont tombés dans un piège mortel. Muriel, l'infirmière, est toujours réfugiée dans son bureau avec ses collègues. Et elle a désormais une idée fixe. On était sous l'emprise d'une double menace, à savoir les types arrivaient et nous attrapaient, nous tuaient ou pas, soit l'usine sautait. Donc il était urgent de se sauver. Au petit matin, un plan d'évasion est mis à exécution avec l'aide d'employés algériens qui ont découpé dans la nuit une ouverture dans ce double grillage. Après 1 kilomètre dans le désert, des silhouettes apparaissent au loin. Ces gens ont marché vers nous, se sont rapprochés, on a vu qu'ils étaient armés. En les regardant bien, on a vu qu'ils étaient en tenue de militaire. J'avais tellement peur que ce ne soit pas de vrais militaires que mes collègues m'ont rassuré, mais ça a pris un petit moment avant d'être persuadés que nous étions enfin libérés et surtout en sécurité. Pour Alexandre, le cuisinier, la situation est plus complexe. Il est cloîtré dans sa chambre, sous son lit. Il tient une sorte de carnet de bord avec son téléphone portable. Ça vient de tirer juste à côté. On va essayer de pas faire de bruit. Pas se faire repérer, quoi. Bon, bah. Ouais. Le moindre cran sur une fermeture éclair, on a l'impression que ça fait un bruit énorme. De respirer, les gens trouvent que ça fait du bruit. La moindre chose. Là, le son est multiplié par, je ne pourrais pas dire combien, mais
C'était dur. Salut, deuxième jour, on entame la 30e heure. Ça a moins tiré pendant la nuit, mais là ils ont sorti du lourd. Là ça bombarde, des trucs énormes. Quoi. On va bientôt, j'espère. Sur sa main, Alexandre écrit alors ces quelques mots qui attestent de l'insoutenable tension. I had a great life till now, I hope it is not over yet. J'ai eu une superbe vie jusqu'à maintenant, j'espère que ce n'est pas encore la fin. Ça, vous l'aviez marqué pourquoi? Quand on retrouverait mon corps, si jamais je revenais pas. Et puis comme ça, je me le lisais de temps en temps. Je me dis bon, on va essayer de garder de l'espoir. Pendant ce temps, les terroristes décident de transférer en pick-up la plupart des otages de la base de Vie vers l'usine. Mais ils n'atteindront jamais leur objectif. Les hélicoptères des forces spéciales de l'armée algérienne ouvrent le feu. Les terroristes tentent de répliquer. Dans l'échange de tirs, plusieurs d'entre eux sont tués, ainsi que 26 otages. Sur cette photo prise à 15h46, soit quelques minutes après l'assaut, l'un des terroristes abattus est encore au volant de son pick-up. Yann Desjeux, lui, a reçu 9 impacts de balles de Kalachnikov. Mais nul ne sait où il est mort, pendant le trajet ou dans la base. Depuis un an, sa sœur Marie-Claude, soutenue par ses anciens frères d'armes des forces spéciales, tente de reconstituer ses dernières heures. Selon les témoignages de rescapés, il a soigné des blessés et servi de bouclier humain au chef du commando terroriste. S'il a servi de bouclier humain, il n'a pas été tué par les terroristes. Le nombre de projectiles qu'il a montre qu'il a été pilonné et que nous pensons qu'il était bien à l'intérieur de la base de Vie et qu'il a probablement, mais on n'en a pas la certitude bien sûr, et qu'il aurait été tué par les forces algériennes. Pendant cet assaut algérien, Alexandre, lui, est toujours caché dans son bungalow. Il entend alors des véhicules et des pas se rapprocher. Là, ça a été le pire de tout. Là, je me suis dit, c'est fini. C'est tout. J'ai été repéré. Et en même temps qu'à ma porte, on me dit Alex. C'est bizarre, ils ont mon nom. Je regarde par la fenêtre, je vois 2 militaires. C'est que j'avais appris que les terroristes étaient aussi habillés en militaire. Et puis je regarde un peu mieux par la fenêtre, il y avait deux employés algériens qui étaient avec, que je connaissais. Donc là, je suis sorti et puis ils m'ont dit qu'en fait, c'était les militaires algériens qui venaient me libérer. Il faudra 2 jours encore à l'armée algérienne pour reprendre le contrôle de l'ensemble du site et déloger les derniers terroristes. Ces images, tournées par des employés juste après la fin de l'opération militaire, montrent une scène d'apocalypse. Les terroristes ont probablement tenté de faire sauter l'usine à l'aide de ce pick-up piégé. Des témoins ont décrit une déflagration qui a fait trembler le sol, puis un incendie qui a duré plusieurs heures. 5 otages ont été retrouvés morts dans cette partie de l'usine. À l'issue des combats, 29 terroristes sont tués, des Algériens, des Tunisiens, des Maliens. 3 d'entre eux sont capturés et placés en détention. Sur cette vidéo tournée par des soldats algériens, l'un des terroristes blessés est invectivé par les militaires. Pourquoi tu ne t'es pas tué hier? Explique-moi. Mais pourquoi tu ne t'es pas tué hier? Hier, les gens souffraient comme ça pendant que tu les tuais. Je vous en prie. Nous, on ne pardonne pas. Ce massacre aurait-il pu être évité? L'armée algérienne affirme qu'elle n'avait pas d'autre solution afin d'éviter un bain de sang plus important encore. Muriel a eu le temps de réfléchir à ces questions et d'écrire un livre. Elle met en cause aujourd'hui les autorités algériennes et les exploitants du site pour négligence. Le service de sécurité d'In Amenas, lors de mon arrivée, on m'avait vraiment dit que l'armée était là pour nous protéger, que la zone était ultra sécurisée et que jamais il n'arriverait quoi que ce soit. Une fois sur le site, ils sont rentrés comme dans un moulin. C'était journée porte ouverte, je veux dire. Des accusations que réfutent les responsables du site. Pour connaître aujourd'hui toute la vérité sur la mort de Yann Desjeux, sa famille a porté plainte. La France a sollicité la coopération judiciaire de l'Algérie et attend toujours une réponse.
Marie-Claude estime que l'affaire est un peu étouffée. Vous avez le sentiment que la France ménage l'Algérie ? Je serais tentée de dire oui, mais vous savez, je pense que les méandres de la politique sont complexes, mais c'est vrai que c'est vraiment le sentiment que j'ai, et parfois je trouve ça très injuste, parce qu'au fond je me dis, si une telle opération s'était déroulée en France, quelle aurait été l'attitude de la France vis-à-vis de l'Algérie ? Et qu'est-ce que l'Algérie aurait demandé à la France ? Depuis un an, ni Alexandre, ni Muriel, les rescapés français, n'ont réussi à reprendre le travail. Nuit et jour, tous deux continuent à vivre le cauchemar d'In Amenas. Et maintenant, un document 7 à 8 dans les coulisses du plus gros avion civil du monde, l'A380. Vous allez vivre la préparation et le